Bonjour Brune Poirson. Bonjour Jamie Ferberg. On l'a entendu dans le journal, une délégation de Gilets jaunes doit, je dis bien doit, parce que pour l'instant les modalités on ne les connaît pas encore, rencontrer aujourd'hui le Premier ministre. Qu'est-ce qui peut sortir de cette rencontre, de cette confrontation, alors qu'on sait que la première revendication des Gilets jaunes, c'est-à-dire la fin des taxes le 1er janvier, l'abandon de ces taxes sur le carburant, eh bien cette revendication elle est exclue par le gouvernement. Qu'est-ce qui peut donc en sortir ? Déjà, je crois que la priorité, c'est pour Édouard Philippe de rencontrer une délégation qui soit représentative. C'est pas à lui de choisir quel gilet jaune il peut rencontrer ou pas. Donc ça, je crois que c'est la priorité et c'est là-dessus qu'il faut que les gilets jaunes aussi se mettent d'accord. Voilà pour la forme. Mais sur le fond, qu'est-ce qu'il peut leur dire qui soit susceptible d'amorcer un début de sortie de crise ? Je crois que ce qui est déjà important, c'est de se mettre tous autour de la table et de discuter. Moi j'ai rencontré avec François de Rugy et Emmanuel Vargon, on va voir les images, mardi soir, une délégation. Tout à fait, 2 gilets jaunes, Éric Drouet et Priscilla Ludowski, et on les a écoutés. Ils nous ont fait part de leurs revendications, et certaines de leurs revendications sont justes. Elles sont, en tout cas, on peut les considérer comme justes. Par exemple, ils nous ont demandé plus de transparence. Ils veulent plus de transparence, en particulier sur la façon dont l'argent public est utilisé. Où est-ce que les crédits sont fléchés ? À quoi servent les impôts qu'ils payent ? Mais sur les revendications, la revendication principale, Brune Poirson, la hausse sur les carburants, vous ne pouvez rien répondre aujourd'hui. Même des députés de La République En Marche, votre parti, réclament aujourd'hui un moratoire sur ces taxes. Pourquoi ne pas entendre cette voix de la raison, comme disent certains ? Alors déjà, je crois que c'est important de souligner que partout en France, il y a un vrai dialogue avec les Gilets jaunes. Nos parlementaires, nos élus, ils sont chacun dans leur circonscription et ils établissent le dialogue. Et ça, c'est bien évidemment une des priorités. Et je crois que autre chose aussi qu'il faut qu'on fasse et sur lesquelles il faut continuer d'avancer, c'est vraiment faire en sorte qu'on puisse dialoguer. Et je dis ça parce que, par exemple, une des revendications qu'ils ont portées, je vous disais, c'était la question de la transparence. Ce qui est assez paradoxal, par exemple, parce qu'en France, on a un des budgets qui est les plus transparents qui soit. Et ça pose la question, vraiment, la question de l'accès à l'information. Et l'information, c'est la démocratie. Non, mais je vous dis ça parce que parfois, on n'a même pas les bases toujours pour établir le dialogue. Comment se fait-il qu'en France, il y ait des Français qui croient, dans ce quinquennat, que le salaire des ministres ait été augmenté ? Comment ça se fait aussi qu'il y ait des Français qui croient... Alors que c'est faux. C'est faux, bien évidemment que c'est faux. Et comment ça se fait qu'il y ait des Français qu'il y ait des Français qui croient qu'il y ait des ministres qui aient une voiture et un salaire à vie. Non, mais ça pose... Mais je crois que ça, c'est important. Il y a le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, qui a dit mardi matin qu'il ne comprenait pas le chèque énergie. Donc, ce manque d'information, il touche le plus haut niveau. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, de votre part, un problème de pédagogie, un problème d'explication de toutes ces réformes ? Mais globalement, au-delà d'un problème d'explication, il y a une question, et c'est la vraie question, c'est la question de la mise en œuvre. C'est pour ça que le président de la République a souhaité qu'il y ait des concertations, mais au-delà des concertations, des dialogues et des rencontres qui se mettent en place partout sur les territoires, mais pas qu'à l'échelle d'un département. Mais sur le fond, pourquoi s'arc-bouter sur cette hausse des taxes ? Pardon, parce que vous ne m'avez pas répondu. Pourquoi ne pas imaginer le moindre recul sur cette question qui est visiblement crucial dans ce conflit. Mais je vous le disais, avant tout, ce qu'il faut qu'on continue à faire, c'est pouvoir établir un dialogue. Regardez, par exemple, quand j'ai reçu les Gilets jaunes, une des choses dont on a discuté, c'est la voiture électrique. On n'était pas... C'est la question de la voiture électrique. Typiquement, les Gilets jaunes soutenaient que c'était une voiture qui était plus polluante encore que la voiture diesel. Vous leur avez démontré l'inverse. On le sait que ce n'est pas le cas. Et donc, c'est la question, comment ça se fait ? Je crois que c'est une des questions qu'il faut se poser. Et ça, c'est central dans le dialogue qu'on peut établir avec les Gilets jaunes. Comment ça se fait qu'un billet qui soit publié sur un blog au fin fond de Google, il ait autant de valeur, voire plus, qu'un reportage de France 2. Ce que vous dénoncez, c'est les fausses informations qui circulent sur ce conflit. Je crois qu'il y a une question de l'information juste, de l'information disponible et de l'information qui soit aussi crédible et facilement accessible. Brune Poirson, que répondez-vous à ceux qui ne comprennent pas pourquoi, par exemple, l'État ne taxe pas davantage le kérosène qu'utilisent les avions, les compagnies aériennes, ou le fioul lourd qu'utilisent les compagnies maritimes pour les bateaux, alors que Monsieur Tout-le-Monde est donc taxé avec le carburant. Que répondez-vous à ce point précis qui est souvent évoqué? Moi, je pense que ce point, il est fondamental et qu'effectivement, il faut que tous les secteurs prennent leur part. Prennent leur part de l'effort de la lutte contre le changement climatique. Et concrètement, ça ne peut se faire qu'au niveau européen. Parce que
Les vols domestiques, ça représente 4% à peine. En France, les vols domestiques, c'est 4% à peine du trafic aérien. Et parce qu'il est fondamental, et c'est à l'échelle européenne que ça se discute. Donc, sinon, ça ne fait qu'une chose, c'est pénaliser pour 4% du trafic aérien une compagnie, par exemple, pas des gestes comme à faire Air au niveau France. national. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se bat au niveau européen. On va continuer à le faire. Et c'est pareil pour les navires. La France est très moteur à l'Organisation maritime internationale et c'est notamment grâce à l'action très volontariste de la France que l'OMI, cette organisation-là, va prendre en compte l'accord de Paris et qu'on a déjà atteint et on s'est mis d'accord collectivement sur des objectifs, par exemple, de réduction des émissions d'ici 2050. Mais il y a déjà des choses que la France fait, comme par exemple l'installation de scrubbers, c'est-à-dire de filtres sur les cheminées des navires. Donc il y a des choses qui se font. Vous concevez que les gens aient l'impression qu'il y a plutôt 2 poids, 2 mesures dans ce domaine. Les industriels, ceux qui peuvent payer d'un côté, et puis les autres qui subissent finalement les décisions que vous prenez. Une des grandes difficultés, c'est qu'il y a beaucoup de ces décisions qui sont internationales ou européennes. C'est comme ça, c'est le monde dans lequel on vit. Et la France a une responsabilité particulière. Et la France, d'ailleurs, se bat pour ça et on est très actif sur la question. Encore plus de Français, si l'on en croit les sondages d'opinion, soutiennent ce mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que cela vous étonne ou bien vous en prenez acte, en quelque sorte? On en prend acte. C'est vrai qu'on voit dans ce mouvement des Gilets jaunes, ce qui est aussi un des points communs, c'est une forme de presque de désespoir. Et ça, auquel vous ne répondez pas. Si on y répond, mais vous savez, on n'y répond pas, et c'est pas la solution. Ce n'est pas uniquement des mesures techniques. Ce que j'entends par des mesures techniques, c'est pas uniquement des mesures d'accompagnement. Je crois que ce qu'il y a aussi dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'est un peu, j'ai envie de dire, une crise de sens. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde qui change dramatiquement. Et très rapidement. On est dans un monde aussi où les Français sentent que la révolution numérique a un impact sur leur vie quotidienne et notamment sur l'emploi. Vous n'avez pas l'impression que le discours d'Emmanuel Macron ne passe pas auprès de ces gilets jaunes et de ceux qui les soutiennent aujourd'hui ? La transition écologique, c'est aussi des conséquences dans la vie quotidienne des Français et non pas pour les enfants. Et tout ça crée un peu une crise de sens. Quel est le monde de demain ? Comment est-ce qu'on le construit ? Et ce qu'Emmanuel Macron propose, c'est que collectivement, ensemble, en France, on construise ce monde de demain, qu'on ait cette vision. Parce qu'on parle de transition. Ça va prendre du temps avant qu'il soit entendu. Mais vous savez, tout ne peut pas se faire en un claquement de main. Il faut qu'on redessine ensemble, collectivement, l'avenir. Quand on parle de transition, c'est qu'on est au point A et on veut aller au point B. Ce qui est important, c'est qu'on sache exactement à quoi ressemble le point B, sinon on ne peut pas emmener l'ensemble de la société. Eh bien, on vous a entendu ce matin. Merci beaucoup, Brune Poirson. Je précise un rendez-vous important ce week-end sur France 3. Un dimanche en politique présenté par Francis Letellier qui recevra Marine Le Pen. Laurence, c'est à vous. Très bonne journée.